Big Bloom. Learning better by doing good. On est ensemble ce matin pour parler de l'intelligence artificielle au service de l'intelligence collective, le combat entre deux intelligences, hein. On va voir laquelle l'emporte. Pour commencer, je vais vous inviter à vous présenter en quelques mots. On va commencer par toi, Henrik. D'abord, qui tu es, et puis l'intelligence artificielle, pour toi, c'est quoi? Ouais, enchanté. Moi, je suis chez Microsoft France au sein du cabinet de notre présidente Corinne de Bilbao en charge de toutes nos initiatives nationales stratégiques sur l'IA, avec pour vocation à accélérer l'adoption de l'IA, mais surtout à asseoir l'impact positif de l'intelligence artificielle. Et quand on parle d'impact positif, c'est aussi bien les sujets liés à ce que tout le monde appelle l'éthique, c'est-à-dire l'IA responsable, mais aussi la contribution de l'intelligence artificielle à des enjeux sociétaux et à des enjeux positifs, que ce soit les jobs, les talents ou des problématiques autour de l'environnement, la diversité, l'inclusion et donc toute la sphère de l'économie sociale et solidaire et des entrepreneurs sociaux, comment mettre cette technologie à contribution. Qu'est-ce que c'est l'IA? Ouais. Je vais pas donner une définition parce que c'est pas forcément l'objet, mais c'est jamais que l'évolution du numérique de ces dernières années qui permet d'utiliser de la donnée et d'automatiser de plus en plus de choses. Et c'est une énorme opportunité d'avoir des outils qui, je donne tout de suite la manière dont je vois les choses, qui vont permettre et qui permettent d'amplifier notre ingéniosité. Comme ça, j'ai posé le débat, c'est pas pour nous remplacer, c'est pour amplifier notre ingéniosité. Voilà. Ok, c'est joli, on garde la phrase. Est-ce que tu peux nous donner un ou deux exemples de choses concrètes que vous faites? Donc, tu dis, ok, nous, chez Microsoft France, on cherche à mettre les outils d'intelligence artificielle au service des acteurs de l'économie sociale et solidaire, l'impact social. Est-ce que tu peux nous donner des exemples concrets qu'on comprenne un peu ce qu'il y a derrière? Oui, d'accord. Bah, déjà, c'est dans la mission de base de Microsoft. Pour celles qui ne sauraient pas, la mission de Microsoft, c'est je vais vous le dire en bon français, de permettre à chaque individu et à chaque organisation de réaliser ses ambitions. Alors, Microsoft y contribue avec de la technologie, mais c'est clairement notre mission. Et donc, quand on dit ça, on dit que le numérique, en gros, indirectement, et donc l'IA par extension, est une opportunité pour tout à chacun de réaliser ses ambitions. Et donc, concrètement, effectivement, on a une dimension business, on va travailler avec des petites, des moyennes, des grandes entreprises, mais on va aussi accompagner tout type d'acteurs ou lancer des initiatives qui permettent de faire en sorte que le numérique soit une opportunité pour tout à chacun. Faire en sorte que le numérique soit, ou l'IA soit une opportunité pour tout à chacun, c'est par exemple travailler avec des acteurs comme Simplon, et Frédéric en parlera, à monter des nouvelles formations, à créer des nouveaux cursus, à créer des nouveaux diplômes pour permettre à n'importe qui de se lancer dans une nouvelle carrière autour de l'intelligence artificielle et à devenir développeur en IA, par exemple. Ça, c'était il y a 5 ans. C'est aussi se dire, cette technologie, il faut qu'on la mette dans les mains d'acteurs qui ont de l'impact et qui vont pouvoir s'en servir pour amplifier leur impact. Donc, on a des grands programmes internationaux qui permettent de donner cette technologie, d'accompagner des startups et des startups impact. Là, je suis en l'occurrence là à Station F. On a des programmes aussi qu'on décline en France pour accompagner des startups autour de l'environnement, mais aussi tout un programme autour d'entrepreneurs sociaux. Donc, on donne de la tech, mais on amène aussi du coaching, du mentoring, du business développement, etc. On le fait avec des choses qui sont très structurées comme des programmes et on le fait aussi des hackathons, des rencontres, de l'échange à plusieurs, enfin des choses qui sont pas très loin de ce que vous faites côté l'intelligence collective pour se dire, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire avec cette intelligence artificielle? Génial. Merci beaucoup, Henrik. On revient vers toi dans quelques minutes. On laisse d'abord le temps à Fred de se présenter. Bah, un peu même question pour toi, Fred. Bah, déjà, te présenter toi, présenter Simplon pour celles et ceux qui ne vous connaissent pas. Et puis, c'est quoi votre lien intelligence artificielle Simplon? Vous vous en servez, vous, d'intelligence artificielle chez Simplon? Bah écoute, ouais, moi je suis Fred, donc moi je suis un geek responsable. Ça fait 25 ans que je suis à la croisée du numérique et de l'impact et depuis 11 ans, je m'occupe de Simplon, donc qui est un réseau d'écoles qui permet
à tout un chacun, qu'il soit salarié, demandeur d'emploi, réfugié, en situation de handicap, en reconversion, de se former aux métiers de la tech qui sont en tension et donc de trouver un job bien payé dans des super boîtes à faire des trucs géniaux. Donc voilà, on fait ça depuis 11 ans, on a formé 30 000 personnes et on est présent beaucoup en France et puis aussi pas mal à l'étranger dans 25 pays. Donc voilà, notre job, c'est faire matcher les besoins des entreprises avec des talents un peu différents et changer un peu la sociologie des professionnels de la tech. Et donc on s'amuse bien, voilà, on fait ça C'est en, important dans la vie. ouais, ouais, non, on s'amuse bien, ouais. On fait ça en partenariat avec des acteurs comme Microsoft, mais aussi avec France Travail, avec les gouvernements, avec les assos. Et puis voilà, on a à côté une fondation dont je suis le président aussi, qui s'appelle la Samplon Foundation. Et là-dessus, on essaye d'accélérer le numérique d'intérêt général. Et donc, on se retrouve bien aussi sur ces sujets-là. Enric en a parlé avec Microsoft, on a un beau partenariat depuis plusieurs années. On fait des écoles, effectivement, où on forme à l'IA des demandeurs d'emploi et des demandeuses d'emploi. Donc le premier lien avec l'IA, c'est ça. C'est qu'on forme des gens qui n'étaient pas dans l'IA à exercer ces métiers. Et on a eu la chance de détecter ce nouveau métier qui s'appelle développeur ou développeuse en IA en interrogeant tout l'écosystème de Microsoft. Et on a inventé ce métier, on a inventé le diplôme qui va avec, on l'a fait reconnaître par l'État et on a formé plus de 1 000 personnes en France et aussi en Europe à ces métiers-là. Donc ça, c'est le Génial. premier lien. Puis le deuxième lien, c'est qu'on utilise l'IA un peu partout à Simplon, parce qu'on ne peut plus faire des métiers du numérique comme on le faisait avant, avec l'IA générative. Et puis le troisième lien, c'est que moi, je suis un dingo de ça, et donc j'ai un peu arrêté de dormir depuis 14 mois, et je me forme à fond, et j'essaye de passer mon temps à transmettre ce que j'ai compris et ce que j'ai appris aux acteurs de l'économie sociale et solidaire. Donc, je le fais dans le cadre des hackathons qu'on fait ensemble, Ouais. mais aussi j'accompagne des fellows Ashoka, des assos, des fondations. Je spread the love de l'IA pour que ça serve à des trucs bien. Mm. Génial. Alors effectivement, je précise qu'on a le plaisir d'organiser ensemble Big Bloom, Simplon, des hackathons où on utilise l'intelligence artificielle pour aider des associations à accélérer. D'où ma première question d'ailleurs, l'un et l'autre. En quoi, alors, on parle beaucoup de l'intelligence artificielle un peu en défensif, on va dire ça comme ça, hein, c'est-à-dire c'est souvent présenté un peu comme une menace. Moi, je voudrais prendre le sujet dans l'autre sens, c'est-à-dire en quoi est-ce que selon vous, c'est une opportunité et notamment pour l'économie sociale et solidaire. En quoi est-ce que cette technologie peut aider, maximiser l'impact des acteurs de l'économie sociale et solidaire? Henrik, tu démarres? Mm. Allez, ok. Mm. Déjà, comme tout sujet autour du numérique, et en particulier avec l'IA, c'est un accélérateur de transformation. C'est-à-dire qu'on a un outil qui va permettre de régler des problématiques qui vont toucher, par exemple, ses clients, ses usagers, les citoyens, les agents, etc. Donc, se dire, voilà, je vais transformer l'expérience que j'ai avec ces usagers. Je donne un exemple à chaque fois, comme ça, ce sera clair. Par exemple, si effectivement, je crée un agent conversationnel qui me permet d'échanger, ben, 24 heures sur 24, j'ai des gens qui peuvent poser des questions, avoir des réponses. Je suis pas obligé d'avoir quelqu'un derrière un téléphone ou une FAQ qui est incompréhensible, qui n'a pas toutes les informations, etc. Donc ça soulage un peu, ça offre un meilleur service de qualité, ça peut être même plus accessible, c'est-à-dire des personnes qui parlent pas la bonne la langue, ça va lui parler dans leur langue, etc. Ça peut clairement être aussi des outils sur l'autre axe qui sont des super outils pour les propres employés de l'organisation, de la structure, etc. Pour gagner en productivité, pour gagner en confort, automatiser passez-moi l'expression, mais toute la paperasse, parce qu'on en a beaucoup. Je suis un peu biaisé ce matin sur la paperasse et les process, c'est pour ça. Mais voilà, donc si je peux gagner plus de temps à faire à moins faire de rapports, à les générer automatiquement, je vais être plus tourné vers les choses qui sont importantes pour moi, mon métier, mes collaborateurs, mes usagers, voilà. Ça peut aussi changer complètement son mode opératoire, donc propres opérations, automatiser des tâches et des process pour gagner en fluidité, pour gagner en coût aussi. Si j'optimise, je sais pas, moi, mieux mes stocks, mes inventaires, mes demandes, etc. Voilà. Puis le dernier, c'est aussi le dernier axe, c'est aussi
un moyen de peut-être transformer son business model et d'offrir des nouveaux services et des choses comme ça. Donc, c'est un outil qui est extrêmement puissant pour cette transformation digitale et accélérer la transformation digitale. Et maintenant, si on prend le cadre des entrepreneurs à impact, il ne faut pas que ce soit les moins bien servis. Aujourd'hui, on voit que les grands groupes avancent très vite. On voit que les petites, moyennes entreprises essayent d'y aller, qu'il y a une accélération de ce côté-là. Mais ceux qui ont des solutions à impact, c'est un vecteur d'amplification qui est juste gigantesque. Après, on pourra donner quelques exemples, mais je te laisse rebondir, Fred. Non, Fred. non, bah, écoute, je vais dire un peu la même chose, mais différemment. Pour moi, le numérique, ça a toujours été des pouvoirs magiques. C'est-à-dire, en fait, une personne qui est augmentée parce qu'elle connaît le numérique, elle sait coder, elle sait faire du community management, elle sait chercher de l'info, elle sait apprendre par Internet, mais en fait, elle se retrouve augmentée avec un peu des super pouvoirs. Donc ça, c'est vrai effectivement pour les salariés des assos ou des entreprises à impact, mais c'est vrai pour les bénéficiaires aussi. Moi, je crois beaucoup au pouvoir d'empowerment ou d'encapacitation que le numérique peut apporter aux gens. Et donc, ça, c'est avec l'IA, c'est encore démultiplié. Et puis, il y a un autre truc que j'aime bien aussi, et tu en as parlé un peu, mais je vais le prendre différemment, c'est que moi, je trouve ça donne un pouvoir c'est égalisateur. C'est-à-dire qu'en fait, quelqu'un qui est plutôt un peu malin et qui monte en compétence et qui utilise des outils, en fait, il peut avoir la même force de frappe que quelqu'un qui est peut-être plus gros, mais qui s'en sert moins bien. Et donc ça, je trouve ça génial pour le monde associatif parce que c'est en fait l'intelligence et puis l'ingéniosité qui priment et ça peut permettre de démultiplier son impact sans forcément casser sa tirelire. Et là, on le voit bien avec l'IA et l'IA générative. Il y a des modèles qui sont sur étagère, on peut s'en saisir, on peut inventer des choses. Il y a de nouveau des choses dans l'open source, il y a plein de trucs. Donc, il y a plein de perspectives qui permettent à des assos de se retrouver au même niveau qu'une boîte peut-être énorme ou donc ça, je trouve ça assez génial parce que c'est émancipateur et égalisateur, donc démultiplicateur de force. Donc effectivement, et puis je peux pas dire autrement que ce que tu viens de dire, c'est si c'est uniquement les boîtes et le business qui s'approprient ces technos-là, moi ça va pas le faire. Moi, ce qui me fait lever le matin, c'est que ce soit plutôt des gens qui cherchent à faire autre chose que de la thune, qui s'en servent. Et c'est ça qu'on travaille ensemble d'ailleurs. Mm. Alors, pouvoir égalisateur, oui, si. En fait, c'est quand même sans doute un des grands enjeux de ces nouvelles technologies. À chaque fois qu'il y a une nouvelle technologie, il y a une nécessité d'acquérir des compétences pour pouvoir s'en servir. Comment faire pour que les technologies d'intelligence artificielle restent accessibles à tous? La première chose, mais comme tout, la première chose, c'est de pouvoir se former. On est rentré, ça fait pas mal de temps, mais on est rentré dans une ère numérique. D'accord? Et cette ère numérique, elle est en train de s'accélérer et elle est en train de se transformer en ère de l'intelligence artificielle. On doit, tout un chacun, se former un minimum sur les outils, à l'usage et à la compréhension. Alors après, on peut se tourner vers les autres en disant, mais qu'est-ce que vous faites, etc. Ça, on peut en parler, mais c'est la clé de la compréhension. Je vais faire un petit parallèle. On s'est mis tout de suite à utiliser des plateformes pour les réseaux sociaux ou des outils type le mail ou des choses comme ça, c'est super. Mais il y a un minimum à connaître sur comment ça marche, sur ces mots de passe pour les sujets cyber. Il y a une littératie, si je puis dire, il y a numérique à avoir. Et ce socle de base, on doit l'avoir. On doit l'avoir parce qu'après, on devient un utilisateur éclairé. Éclairé pour pouvoir être plus productif, éclairé pour pas tomber dans le panneau, dans des biais ou dans des travers, etc. Donc ça passe clairement par ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en l'occurrence, là, on a une part de responsabilité, nous, grands acteurs du numérique, c'est de donner les moyens de se former et de se sensibiliser. Donc, si on prend l'exemple de l'IA générative, très rapidement, on a créé des modules gratuits sur LinkedIn Learning. Je vous invite à aller les faire. Vous tapez IA générative. En plus, c'est un petit diplôme, c'est 3 heures de votre temps, c'est rien du tout. Ok. Vous allez On trouve ça où, apprendre. Émeric? Sur LinkedIn Learning, c'est un LinkedIn. Ok. module est gratuit. C'est une Ok. grosse initiative qui s'appelle la AI Skills Initiative. On a touché plusieurs millions de personnes. En France, il y a déjà plus de 45, on l'a lancé en septembre. Il y a déjà plus de 45 000 personnes qui se sont engagées
dans l'initiative. Donc, on va apprendre ce que c'est que l'IA générative, comprendre les enjeux aussi éthiques et responsables, apprendre un petit peu à prompter, apprendre un certain nombre d'outils. Puis, il y a un module un petit peu plus pointu sur ce que c'est que l'IA. Ça, c'est bien de le faire online, mais après, faut aller un cran plus loin. Faut le faire peut-être en présentiel avec des pontes d'académie. Faut peut-être le faire avec des cas concrets. Faut peut-être aussi se concentrer. Enfin, quand je dis peut-être, hein, c'est sûrement, pardon. C'est aussi se concentrer sur des populations qui vont être beaucoup plus, par exemple, techniques. Est-ce que je veux monter en compétence, etc. Et là, nous, on peut pas tout faire tout seul. Et c'est pour ça qu'on se tourne vers un écosystème d'acteurs et dont Simplon, mais également aussi beaucoup de partenaires qui gravitent autour de Microsoft. Mais pour moi, c'est la clé. La clé, c'est compréhension, sensibilisation, parce que d'abord, quand on a compris, on a moins peur, et quand on a compris, on voit le potentiel. Le but, c'est pas d'être aveuglé et éberlué en disant waouh, c'est génial, ou alors de dire ouais, ça fait peur, etc. Non, si on est éclairé, voilà. Moi, je donne toujours. Je suis long dans ma réponse, désolé, mais après je te laisse, Fred, mais je fais des interventions pour des stagiaires de troisième. Moi, je donne toujours l'exemple tout bête. Passez-moi c'est vraiment ce côté tout bête, mais le jour où on a inventé le couteau, d'accord? Je prends pas la machine à calculer, je prends le couteau, c'est un petit peu plus dangereux. Bah c'est super, c'est un progrès, on peut faire pas mal de choses avec un couteau. Mais en même temps, si on sait pas l'utiliser, on se coupe les doigts. Et en plus, on peut le détourner de son usage premier et faire du mal aux autres. Donc effectivement, il faut comprendre comment ça fonctionne, deux, l'utiliser à bon escient, et puis après, il y a une dimension effectivement réglementaire, éthique, etc., etc. Mais la base, c'est de savoir l'utiliser. Ok, très clair. Et toi, Fred, ton expérience vis-à-vis de Simplon, euh, les apprenants, donc ils viennent un peu de partout, hein, et il y a une très grande diversité des apprenants Simplon. Quand tu les mets face à des outils d'intelligence artificielle, est-ce que tu les sens particulièrement en difficulté ou friands, au contraire, curieux? Enfin, comment est-ce qu'ils ils perçoivent, eux, ces nouveaux outils selon toi? Bah, je pense comme tout le monde, hein. C'est vrai que nous, on s'adresse à des publics qui sont un peu éloignés, mais de plus en plus, Simplon, c'est vraiment la diversité de la diversité. Donc, il y a aussi des gens qui sont diplômés, mais qui sont pas geeks, des gens qui avaient un job, mais qui l'ont perdu, qui ont été licenciés. Donc, il y a vraiment des gens très différents. Et je crois qu'il y a tout type de réaction. Je pense que tout le monde est quand même assez bluffé par les résultats de l'IA générative. Donc, et après, les gens sont assez conscients aussi qu'il y a des hallucinations, qu'il y a des biais, que c'est la manière de poser des questions et le type de questions qu'on pose qui fait le résultat. Et puis après, il y a effectivement des questions hyper légitimes sur, bah, attends, c'est tellement génial, est-ce qu'on va encore avoir besoin d'humains pour faire les choses? Donc en fait, les gens réagissent de manière assez saine, je trouve. Dans l'économie sociale et solidaire, je trouve qu'il y a une réponse un peu défensive, effectivement, ça c'est ce que tu disais. Mais après, bon, bah, Simplon, notre métier, c'est démystifier, dédramatiser et mettre les mains dans le cambouis. Et donc, je bois du petit lait, effectivement, Henrik a raison, hein. C'est-à-dire que c'est pas un truc, il n'y a pas de théorie sur le numérique, c'est un truc de doueur, c'est un truc de praticien. D'ailleurs, il n'y a pas d'experts dans le numérique, il y a que des gens qui font et qui apprennent tous les jours. Ça rend hyper humble, hein, le numérique, parce que ça change tout le temps. Et donc, bah, nous apprenons, effectivement, il y en a qui tripent tout de suite, qui voient tout de suite l'intérêt. Ce que j'adore avec le numérique, c'est qu'il y a toujours un côté pro et un côté perso. Et ça, c'est vrai aussi pour les assos, hein. C'est-à-dire que quand on fait des ateliers d'acculturation sur l'IA générative, bah, c'est aussi bien pour accéder à mes droits, faire mes recettes de cuisine et puis aider à faire les devoirs du petit ou de la petite, que bah, comment je vais booster ma productivité au boulot, comment je vais avoir des nouvelles idées, comment je vais corriger mes textes, comment je vais les traduire. Donc ça, je trouve ça génial parce que c'est dual tout le temps, c'est pro et perso. Donc non, les gens, ils réagissent hyper bien. Et surtout, ils voient le potentiel, ils voient les limites aussi assez rapidement. Et plus ils apprennent, plus ils savent mettre le bon curseur et savoir quand l'utiliser et pas l'utiliser. Et ça va très très vite. Et puis Henrik l'a dit un peu, mais je remets les pieds dans le plat. C'est un super outil bah, pour apprendre, hein. C'est-à-dire qu'un des premiers cas d'usage, moi, que j'ai des IA génératifs, c'est explique-moi tel truc, c'est quoi ce truc-là, et tout ça, machin. Et ça, c'est génial, c'est une machine à apprendre. Et la deuxième chose, c'est que pour les gens qui sont illettrés ou qui parlent pas notre langue ou qui ont des problèmes d'accessibilité par rapport au handicap. Le fait qu'elle soit multimodale et qu'on puisse leur dire bah, je te donne du texte, tu me fais une image, je te donne une image, tu me donnes du texte, je te donne du son, tu me fais le transcript et tout ça, c'est absolument génial parce que bah, ça veut dire que tout le monde est invité. Alors qu'avant, taper une requête sur un moteur de recherche et machin, avec des opérateurs booléens, des trucs de guillemets, franchement, c'est à la fois simple, mais en même temps, quand on n'a pas les trucs de base, on est exclu. Et là, moi, je vois vraiment le pouvoir d'inclusion de ces trucs-là, quoi.
Quels vous Ouais, semblent juste être les... pour rebondir sur Ah, ce qu'a vas-y. dit Oui, oui. Fred, juste, c'est important aussi de tout de suite tuer un poncif. D'abord, c'est pas un outil de génération. On a tendance à dire, ah bah les digital natives ou la génération Z, ils vont prendre ça en main, super facile, etc. Oui, bah comme beaucoup d'outils numériques, mais c'est pas parce qu'ils savent le prendre en main qu'ils savent vraiment l'utiliser et qu'ils l'ont compris. Il y a qu'à voir, notamment sur les sujets de l'hallucination, ils vont se mettre à l'utiliser, puis ils vont pas se rendre compte que, en fait, moi je fais à chaque fois la démo dans les écoles, etc. Taper, alors sur les anciens modèles de ChatGPT, mais c'est assez marrant, où on tapait à une époque, par exemple, dites-moi, raconte-moi, c'est quoi l'histoire du cheval vert d'Henri IV, et il invente une histoire qui est juste incroyable avec des faits historiques, etc. C'est assez intéressant. Et donc, c'est pas parce qu'on sait l'utiliser qu'on va pas, enfin qu'on sait tapoter, etc., qu'on va pas se faire avoir entre guillemets par les défauts du sujet. Et c'est encore moins un sujet de génération parce que justement l'IA générative, autant peut-être des sujets qui sont un petit peu plus technologiques avec un besoin de savoir faire un peu de code ou choses comme ça. Là, l'IA générative, on est sur du langage naturel, donc n'importe quelle personne qui sait intervenir en langage naturel c'est utiliser l'outil. Donc il n'y a pas deux choses. Un, ça enlève les barrières, et deux, faut pas préconcevoir que on sait l'utiliser. Quelles vous semblent être les fonctionnalités de l'intelligence artificielle les plus intéressantes pour les acteurs de l'économie sociale et solidaire? Celles qui, selon vous, emportent le plus grand potentiel et le plus grand potentiel d'impact pour les acteurs de l'économie sociale et solidaire? Il y a un peu de famille hein, déjà, hein. C'est-à-dire que là, c'est l'IA générative qui est sur le devant de la scène et tout le monde ne parle que de ça, mais l'IA, ça existe depuis les années 40 et en fait, il y a eu toute une grande tradition de modèles qu'on dit prédictifs ou alors de la computer vision, hein, donc le fait que des ordinateurs puissent voir des choses. Et voilà, ça c'est d'autres familles d'IA qui continuent à être hyper intéressantes pour les assos. Donc si on prend chaque famille, bah, l'IA prédictive, ça peut permettre bah, de prédire des choses, des comportements, des trésoreries, je sais pas, là, ça peut permettre de savoir quand un truc va tomber en panne. Donc, ça permet de faire des prédictions et des prévisions. Donc, ça, c'est super utile pour plein de trucs, hein, dans le domaine des finances, dans le marketing aussi, hein, pourquoi pas, pour avoir des donateurs ou pour prédire, par exemple, quels sont les types de personnes qui pourraient être facilement plus des bénévoles pour mon asso. Donc ça reste des cas d'usage géniaux. Bah, la vision par ordinateur, ça peut avoir beaucoup d'intérêt, ça dépend des assos, mais pour faire plein de choses, hein, pour décrypter des images, des schémas, pour regarder des situations. Je parlais avec la Croix-Rouge la semaine dernière sur les premiers secours. Bah, sur les premiers secours, ils vont utiliser la computer vision pour voir les PLS et les positions, si elles sont bonnes, et pour que les formateurs puissent dire, bah non, là, il faut que tu corriges ta position, etc., de manière automatique. Et puis après, l'IA générative, bah, là, c'est sans fin, hein, puisque comme c'est génératif, ça peut permettre de... c'est fini la page blanche. Moi, c'est ça que j'adore, c'est qu'en fait, c'est fini le truc de mince, comment je vais commencer à faire un truc et tout ça. On peut demander des premiers jets, ça enlève des barrières, donc on peut faire un post LinkedIn, on peut faire un rapport pour un financeur, on peut générer plein de choses, et ça, c'est de l'intelligence générative à la demande. Et ça peut, voilà, ça peut rendre des services très importants. Donc, pas oublier quoi, là, il y a plein de familles dans l'IA et que toutes elles ont un intérêt pour les assos. Ouais, Celle ouais. que t'as pas citée, mais qui est par défaut là dans ce qu'on voit dans les intelligences artificielles, c'est la traduction simultanée, par exemple, et en plus en langage naturel ou la synthèse vocale. Moi, je vais faire juste un tout petit pas de côté parce que je peux pas ne pas saisir l'opportunité pour expliquer un petit peu aux auditrices et aux auditeurs le sujet de l'IA générative. Le but, c'est pas de faire un cours, mais c'est juste que les personnes comprennent. Aujourd'hui, quand on parle de ChatGPT ou Bing Copilot, etc., on a l'impression que, en fait, on a un singe savant, enfin un singe, on a un savant au bout des mains. C'est vrai parce que le modèle a été entraîné sur énormément de données. Mais il faut bien comprendre que on a, en fait, je vais donner une image, c'est comme si en fait on avait appris le langage et qu'on a en face de soi un enfant, on va dire, de 5-6 ans, qui a appris à super bien parler, mais il a appris en apprenant l'encyclopédie universaliste. Donc c'est sûr qu'on peut lui poser des questions pointues sur l'encyclopédie universaliste, et donc il va pouvoir répondre, mais surtout sa qualité
son savoir-faire, c'est de savoir lire et écrire et, entre guillemets, parler. Juste pour un exemple, parce que ça va un peu plus loin. Mais donc, faut pas aller voir dans l'IA générative un super expert dans tous les domaines, etc. C'est pour ça que souvent, ça hallucine et ça part de travers. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que quand on a ce moteur qui est capable de comprendre le langage naturel, d'écrire de manière naturelle, etc., et qu'on le connecte et de manière assez simple, déjà on peut l'interroger, on peut faire ces fameux prompts et des choses comme ça, et puis on peut faire ces prompts et l'interroger en le connectant avec ces petites données. Ces petites données, ça peut être juste un PDF, hein. On lui donne un PDF, on lui donne une image, on lui dit qu'est-ce que je dois répondre dans ce formulaire, ou réponds-moi automatiquement avec ce formulaire, avec ces données. Et là, ce qui est très intéressant, c'est que on l'enrichit et on a un cas d'usage qui est extrêmement intéressant. Donc, voilà, ce qu'il faut retenir dans ce que je viens de dire, faut pas voir là-dedans uniquement l'expert, parce que de temps en temps, l'expert, il est biaisé ou il n'a pas toutes les informations. Par contre, c'est un moteur multimodal, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il peut gérer des images, il peut gérer du texte, il peut faire de la traduction, etc., qui est hyper intéressant et qu'on peut connecter avec ses cas d'usage, ses données, etc. Euh, Merci effectivement pour ces illustrations. Fred, tu disais il y a quelques minutes, dans l'économie sociale et solidaire, il y a une image de l'intelligence artificielle qui me semble être plutôt aujourd'hui plutôt négative, avec des gens qui hésitent à y aller, parfois pour des raisons philosophiques, j'allais presque dire politiques, en disant l'intelligence artificielle, c'est un truc qui a été imaginé par des grandes boîtes américaines pour faire encore plus de pognon. Ça m'intéresse d'avoir ton avis là-dessus, Henrik, puisque tu travailles chez Microsoft, j'imagine que c'est des choses que tu entends régulièrement. Qu'est-ce que tu as à répondre à ça? Moi en premier? Ouais, s'il te plaît. Ok. Bah, d'abord, le premier frein que je vois, c'est pas forcément ce frein de boîte américaine, machin, etc. C'est un frein comme toutes les petites et moyennes entreprises. Le numérique, c'est pas pour moi, ou alors l'IA, c'est pas pour moi, parce que l'IA, c'est un niveau au-dessus du numérique. Donc, en gros, j'ai pas encore fait ma transformation digitale, je suis pas encore avancé dans le digital. Donc, l'IA, c'est pas pour moi, et donc, je peux pas l'adopter. Non, c'est pas vrai. C'est pas une fin en soi. C'est pas après avoir fait la marche 1, la marche 2, la marche 3 que je vais à la marche 4. Surtout avec l'IA générative. Je peux le prendre tout de suite et ça me répond à un problème là, maintenant, immédiat. Donc ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est je suis pas forcément en phase sur c'est inventé par des Américains, etc. Il y a énormément de personnes qui travaillent dans l'open source et qui ont fait des modèles open source. C'est de la technologie qui est mise à la disposition et c'est comme si je vous déversais une boîte à outils devant vous. Vous disiez, ah bah non, moi je suis pas très tournevis, scie et marteau, c'est pas pour moi, je vais rester avec mon silex et mon bambou, quoi. Je fais une caricature, mais voilà. Non, il faut s'intéresser au sujet et surtout, il ne faut pas s'intéresser au sujet la tech pour la tech. Là, moi, je ne suis pas, et c'est d'ailleurs le meilleur écueil que l'on peut avoir dans l'IA ou dans les projets numériques, c'est regarder uniquement la dimension technologique. Non, regardez le caillou que vous avez dans la chaussure. C'est quoi le caillou que vous avez dans la chaussure pour vos employés, pour vos modes opératoires, pour ceci, que le numérique pourrait vous aider à résoudre, et en l'occurrence l'intelligence artificielle. Partons de la valeur que l'on veut chercher, du problème que l'on a, et la valeur qu'on veut aller chercher. Ouais. Fred, j'imagine que c'est aussi Ouais, les objections que tu entends régulièrement. ouais, et juste le retour historique, c'est moi, ça fait 25 ans que j'essaye de transformer numériquement les ONG et les assos. Et en fait, ces pushbacks-là, ou ces problèmes, ou ces questions, en fait, je les entends depuis toujours. Je les ai entendus pour le web, je les ai entendus pour les réseaux sociaux, je les ai entendus pour les premiers modèles d'IA, dans le marketing direct des assos, quand on faisait des bases de données, machin bidule. Donc en fait, c'est bon, c'est peut-être un peu de raloucherie, un peu de méfiance, et puis il y a peut-être un petit fond culturel ou idéologique. Moi, je trouve pas ça malsain si ça empêche pas les gens de passer à l'acte. Parce que moi, ce qui m'énerve le plus, qui fait ma frustration depuis 25 ans, c'est de dire, bon, bah, ok, oui, les biais, parlons-en, les hallucinations, parlons-en, l'open source, les Américains, le RGPD, parlons-en, pas de problème, mais que ça ne vous empêche pas de creuser le sujet et de regarder quels sont les cas d'usage qui pourraient être servis par ça. Donc sur l'IA, en plus, ce que je dis souvent, ça fait un peu provocation, mais bon, c'est pas grave, c'est que comme c'est un miroir qu'on te tend à toi, l'humain ou l'organisation, bah, en fait, souvent, ce qui est décrié dans les modèles d'IA, c'est des choses qui sont extrêmement humaines, quoi.
Moi, quand on me parle je sais pas, des biais dans les IA, je suis un peu mort de rire parce que les IA, elles sont entraînées sur des données qui ont été générées par des hommes et des femmes. Et donc, en fait, si les IA sont biaisées, c'est parce que nous, on est biaisés. Et c'est beaucoup plus facile de débiaiser une IA que de débiaiser un humain. Parce que les humains, on en a, nous aussi, des biais, hein. C'est pas Oui. spécifique aux IA. Et pareil sur l'argument RGPD, il tient pas parce qu'on peut très bien tout héberger chez soi, en France, en machin. Donc ça, c'est un faux argument aussi. Et j'ai souvent le truc du genre, bah ouais, mais ça pollue vachement plus que les moteurs de recherche et tout ça. Mais je veux dire, l'impact écologique du numérique à 70 à 80%, c'est les équipements. Donc déjà, il faut remettre l'église au milieu du village, hein. Donc déjà, si on ne change pas de téléphone tous les 15 jours, et puis si on prolonge la durée de vie de ces matériels, voilà. Et puis après, je veux dire, les IA génératifs, c'est l'épaisseur du trait par rapport au spam, à la pornographie sur Internet, au streaming, à Netflix et tout ça. Donc moi, les gens qui regardent Netflix et qui me disent, j'utilise pas ChatGPT parce que ça pollue, je suis pété de rire parce qu'en fait, c'est complètement incohérent, quoi. Donc, Ouais. non, il ne faut pas que ça empêche les usages. Et de la même manière que j'ai prêché dans le désert sur les réseaux sociaux ou les sites web il y a des années, et maintenant, toutes les assos, elles sont sur les réseaux sociaux et elles ont des sites web. Donc, voilà, c'est un peu légitime, c'est un peu relou. En même temps, il faut creuser, c'est normal de parler de ce qui brûle, mais que ça n'empêche pas les gens de s'intéresser correctement à des choses qui pourraient changer la face de leurs associations, hein. Justement, j'aimerais savoir votre lecture sur la façon dont l'intelligence artificielle va changer le paysage. Alors, imaginons que euh, vous avez face à vous un jeune entrepreneur social, enfin un jeune entrepreneur tout court, qui a envie de mettre son énergie, son talent au service de l'intérêt général, qui s'intéresse aux outils d'intelligence artificielle. Selon vous, c'est quoi la bonne direction? En quoi est-ce que l'intelligence artificielle peut générer peut-être des nouveaux métiers de l'économie sociale et solidaire? Fred, à quoi tu penses? Bah, non, il y a ce qu'a dit Henrik, hein, c'est-à-dire déjà il faut mettre les mains dedans, il faut comprendre, hein, parce que il y a aussi des gens qui veulent vous vendre des trucs, il y a des gens qui ont intérêt à ce que vous soyez super excités. Donc déjà il faut voir par soi-même, il faut mettre les mains dedans, il faut prompter, il faut utiliser, il faut dépasser un peu la petite mousse médiatique là, et puis les peurs qui peuvent être légitimes, et puis mettre les mains dedans. Et déjà regarder rien que pour soi, en tant que personne, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça peut changer. Et ça, déjà, ça donne beaucoup d'idées sur bah, la manière dont peut fonctionner une association avec ces outils-là. Et puis après, en creusant effectivement les cas d'usage et puis en regardant les cailloux dans la chaussure, hein, comme disait Henrik, là, on peut regarder si effectivement les IA ou le digital en général apportent des solutions à ces questions-là. Mais alors, des nouveaux métiers avec l'IA, donc il y en a qui vont peut-être pas forcément disparaître parce qu'en fait, pour l'instant, Henrik avait raison de dire que c'était plutôt un enfant de 6 7 ans. Pour l'instant, ce que ça automatise, c'est des tâches, c'est pas des métiers. Donc, par exemple, on dit, je sais pas, les traducteurs, on n'a plus besoin de traducteurs. Bah non, parce que traducteur, c'est pas juste quelqu'un qui traduit. C'est quelqu'un qui lit une œuvre, qui écoute un client, qui connaît des besoins, qui amène de la culture. C'est pas juste le fait de traduire. Et les développeurs, c'est pareil, c'est pas des pisseurs de code, des pisseuses de code. Il y a aussi la spécification des besoins, il y a la maintenance, il y a des questions de cybersécurité, il y a de la créativité aussi là-dedans. Donc voilà, pour l'instant, ça ne détruit pas des jobs, ça automatise des tâches. Et donc, dans l'économie sociale et solidaire, ça va automatiser des tâches, laisser du temps pour faire autre chose et peut-être plus de valeur ajoutée aux entrepreneurs ou aux associations. Et puis après, oui, il y a des nouveaux métiers. Je pense que prompt engineer, c'est pour l'instant une compétence qu'il faut qu'on maîtrise tous, mais il y a des gens qui, moi j'essaye de faire ça, sont ceinture noire de prompt engineering et donc sont capables de faire des prompts très très compliqués pour résoudre des problèmes compliqués et tout ça. Donc ça va créer des nouvelles compétences, pourquoi pas des nouveaux métiers. Et on aura peut-être des dresseurs d'IA, on aura peut-être des correcteurs de biais, on aura peut-être des trucs comme ça. Donc ouais, ouais, ça ouvre tout un champ, quoi. Et est-ce qu'il vous semble qu'il y a il y a des combats portés par l'économie sociale et solidaire, justement, qui vont être facilités par l'intelligence artificielle, que ce soit les sujets d'inclusion professionnelle des jeunes, des sujets de diversité, enfin, d'accueil de la diversité, de plus d'inclusion dans les différents environnements, des sujets aussi écologiques. Est-ce que vous pensez qu'il y a des opportunités d'accélérer des transitions solidaires grâce à l'intelligence artificielle? Ouais, je pense que, désolé, j'ai été coupé, mais je suis revenu avec vous. Je pense que il va falloir, enfin,
dès qu'on va avoir des scénarios qui vont se tourner vers aller chercher de l'information, partager de l'information, connecter avec des humains, là, on va avoir des gains qui sont incroyables. Que ce soit justement pour des sujets d'inclusion, parce qu'on peut le faire en langage naturel, on peut le faire en multilangue, etc. Et surtout, on va pouvoir corréler ces informations pour aller plus vite. Je vous donne un exemple. Si moi, j'utilise l'IA générative pour aller j'ai besoin de remplir, prenons la CSRD, la nouvelle réglementation qui arrive sur les sujets RSE, ESG, etc. On va devoir faire des rapports et des choses comme ça. Et c'est pour pouvoir vérifier qu'on a un impact positif, etc., il faut aller collecter énormément d'informations. C'est extrêmement difficile à aller collecter cette information pour après en faire des rapports, etc. En utilisant l'IA générative, c'est beaucoup plus facile de faire ça. Si j'ai besoin de générer un CV, de postuler un job, de publier une annonce, de connecter des personnes avec des compétences, etc., comme c'est de la compréhension du langage, de l'analyse d'informations et de la mise en relation, l'IA générative va être extrêmement intéressant. Donc, tout ce qui touche entre mon échange entre individus qui passent par de l'information, de la donnée, du texte, des choses comme ça peut être très, très, très grandement facilité. Et en plus, ça peut être multimodal avec de la voix, avec de l'écrit, avec des images qu'on prend en photo et elles sont automatiquement comprises, automatiquement remplies. Donc, c'est les micro-scénarios là que je présente, mais je pense que, et donc après, c'est applicable dans énormément de domaines, hein. Ça peut être l'environnement, ça peut être l'université, ça peut être l'éducation, Hmm. la recherche d'emploi, voilà. C'est pas un domaine en particulier, en fait, hein, c'est ce que tu dis, Henrik, C'est plus on va dire, c'est plus des processus, entre ouais. guillemets. Voilà, des processus qui vont pouvoir être automatisés. Et ces processus, souvent, en fait, quand on regarde les cas d'usage, en fait, on s'aperçoit que le cas d'usage, il est réplicable dans plein de domaines et chez plein d'acteurs, en fait. Ouais, ça va simplifier des tâches, pour reprendre le terme de Fred tout à l'heure. Ouais, puis On c'est pas approche. nouveau, hein. C'est pas nouveau du tout, hein. L'IA, elle contribue, les chiffres des Nations Unies, c'est le numérique contribue à 70% de l'atteinte des objectifs de développement durable. Je veux dire, il y a pas d'IA, eh ben, il n'y a plus de climatologie, il n'y a plus de rapport du GIEC. Si tu enlèves l'IA de la santé, c'est une cata. Dans l'éducation, même dans le disaster management, hein, donc dans les crises humanitaires et tout ça, il y a de l'IA qui est utilisée. Enfin, donc effectivement, c'est déjà le cas et ça va être encore plus le cas avec l'IA générative. Moi, je crois beaucoup à l'accessibilité numérique et à la multimodalité sur le handicap. Par exemple, ça, c'est un cas. La traduction. Aussi en live et en temps réel, hein, le fait d'enlever la barrière de la langue pour l'accès aux droits, pour la formation, l'insertion professionnelle, enfin, je veux dire, des cas d'usage, il y en a partout et il y en a toujours eu. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu de l'AI for good ou de l'AI for green. Donc voilà, bah, après, il faut faire, Henrik l'a dit, de la bonne IA, bien responsable et bien éthique et bien sûre, et l'appliquer à des cas for good, quoi. Il faut faire les deux, quoi. On s'approche du terme de cet échange. Alors concrètement, comment est-ce qu'on se forme? Alors, je vais vous demander de chacun de me donner trois conseils concrets. Vous imaginez que vous adressez un dirigeant d'une petite association de quartier qui œuvre avec des gamins pour voilà, leur faire faire, je sais pas quoi, du sport ou de la musique. Euh, Qu'est-ce qu'on fait concrètement? Je m'intéresse un peu à ces histoires d'intelligence artificielle. J'en entends parler dans la presse, mais je regarde ça un peu comme, je suis un peu comme une poule devant une fourchette. Trois conseils qui commencent. Bah, je pense qu'on va dire la même chose. Donc, allez, j'en prends un et tu prends l'autre. Allez. Je sais déjà ce que Fred va répondre. Donc, moi, j'ai dit, bah, allez, aller se former à minima en ligne, regarder des vidéos, des tutos, des choses comme ça pour comprendre un peu les concepts. Pas forcément lire les annonces dans la presse, les articles, etc. Non, comprendre vraiment comment ça fonctionne. Voilà et aller chercher l'information de comment ça fonctionne. Je te laisse prendre l'autre côté. Fred. Non, 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 mais c'est marrant, j'aurais commencé comme ça aussi Ah parce que d'accord, bon, c'est ok. plus simple. Non, non, mais je veux dire, il y a les contenus dont parlait Henrik là sur LinkedIn Learning. Il y a un MOOC qui est assez bien foutu en prompt engineering chez Open Classroom. Donc ça c'est pareil, ça dure quelques heures et voilà, ça permet de rentrer dedans. Et puis après, ouais, effectivement, l'idéal, c'est peut-être de participer à un atelier plutôt en présentiel
où là, on va pouvoir poser des questions en live et où on a quelqu'un qui va nous faire des démonstrations, qui va nous permettre de creuser des cas d'usage. Donc ça peut être n'importe qui. C'est pas forcément un formateur professionnel, mais si vous voyez des gens dans votre entourage qui sont un peu plus geek ou un peu plus IA que vous, bah, en fait, demandez-leur, posez-leur des questions. Et je reviens au début, c'est-à-dire c'est IA et intelligence collective. Il y a un cas d'usage qu'on ne pousse pas assez, et ça, je n'ai jamais entendu Henrik réagir à ça parce que j'aimerais bien. Mais en fait, moi, ce que j'aime pas, c'est dans l'idée du copilote ou dans l'idée de l'IA augmentée, c'est qu'en fait, on est tout seul, solo, avec sa petite IA, et en fait, voilà, on bosse avec son Gemini Cricket, là, il y a des manières collectives d'utiliser l'IA générative. Il y a des manières de faire des brainstorming à plusieurs, il y a des manières de faire de l'idéation à plusieurs. Donc, on ne sait pas chacun avec sa petite IA. C'est les humains ensemble, l'intelligence collective des humains avec l'intelligence collective des IA. Et ça, je trouve les scénarios d'usage collectif. Donc, si le patron de l'asso, eh ben, en fait, moi, je ferais un atelier en mode avec toute l'équipe de sa petite asso ou avec des bénéficiaires. Je dirais, bon, bah voilà, on va poser des questions à ChatGPT, on va le faire ensemble, pas Ouais. chacun devant son ordi. Et ça, je Mhm. trouve que c'est sous-exploité, alors qu'en fait, il y a vraiment des choses incroyables à faire. Et c'est beaucoup mieux, et on sait qu'on apprend tout le temps à plusieurs. On n'apprend Ouais. jamais seul. Bah, je suis entièrement en phase avec toi. En fait, pour rebondir sur les conseils, moi, je dirais, mettez les mains dedans. Allez jouer avec. Donc, on va se former, etc. Mais on met les mains dedans. On va jouer, on va comprendre, on va tâtonner, etc. Et effectivement, le faire à plusieurs. On se met autour, on brainstorm de la même manière qu'on prend son bloc de post-it hein, et qu'on écrit et qu'on met. Et ben, chacun, on est là, on prompte, on challenge, on a son idée, etc. Et vous allez dire, il est là pour faire de la pub à ses contenus. Non, mais il y a un super truc qui est sorti. Et je vous le partagerai après. Il y a un super truc qui est sorti, justement pour les personnes qui voudraient avoir des idées d'entreprise, de start-up, etc. Il y a tout un petit module. C'est comment utiliser l'IA générative et des petits prompts pour faire son brainstorming, imaginer son problème, formaliser son business, pas son business, mais le business case, etc. Et tout en utilisant les outils. Et je ne fais qu'aller dans ton sens, Fred, c'est le faire à plusieurs. Parce qu'effectivement, c'est à plusieurs qu'on va avoir de l'intelligence collective. Et l'IA est juste là pour nous donner des moyens d'aiguillonner un peu plus, d'être un peu plus fin, d'être un peu plus rapide sur certaines choses, mais ça remplacera pas notre ingéniosité. Et si on la met effectivement à plusieurs, Ouais. eh ben c'est super qu'on ait un outil, mais voilà, plusieurs cerveaux seront toujours plus efficaces que plusieurs machines sur certaines choses. Ouais. Une petite réaction de ma part, parce que l'univers de la formation, c'est un peu le mien, je suis un peu formateur et j'adore ça. Et c'est vrai qu'on oublie comment apprennent les enfants. Mais les enfants, jusqu'à 5 6 7 ans, ils apprennent en jouant, et en jouant à plusieurs. Et donc, je trouve que l'intelligence artificielle s'y prête, c'est un outil qui s'y prête particulièrement bien. Et donc, moi, si j'ai un conseil pour le coup à donner, c'est amusez-vous, jouez avec, ouvrez ChatGPT, posez-lui des questions, faites-le ensemble, effectivement, c'est un très bon conseil. Et de tout ça sortira forcément des idées de choses que vous pourrez faire avec. Voilà. Eh bien, écoutez, merci beaucoup à tous les deux pour cet échange. C'était passionnant. On passerait bien la journée ensemble, mais on va devoir s'arrêter là. Merci Fred, merci Henrik. Bonne fin de journée et à bientôt. Merci. Merci à toutes et tous. Ciao, bonne journée.